Merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Amadou Gueye. Amadou Gueye, vous le savez, est un informaticien, économiste financier et aussi membre de la société civile. Et Alassane Seck qui est président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine a été riche en événements. Il se trouve qu'au dialogue national, on a un petit blocage sur des questions essentielles concernant les libertés publiques, concernant le statut de chef de parti et de chef d'État, concernant l'article 80 du Code de procédure pénale et concernant aussi l'arrêt Ousmane Ngom. Amadou Gueye, est-ce que ces questions fondamentales peuvent davantage bloquer le dialogue national? Merci Alassane pour l'invitation. À l'entame de celle-ci, je voudrais tout d'abord présenter, m'incliner devant la mémoire du Khalif de Pal, qui vient de nous quitter il y a 2 jours. Yes. Et donc Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Et donne longue vie au nouveau Khalif. Merci Alassane pour votre question. Vous avez raison tout à l'heure de ramener cette question importante des libertés publiques. Tout d'abord sur l'arrêté Ousmane Ngom. Moi je m'étonne que cette question, l'arrêté Ousmane Ngom, soit toujours considérée comme un enjeu d'actualité, pour la bonne et simple raison que c'est une disposition administrative qui est devenue désuète. J'ai ici Alassane qui est avec Maître Assane Dioma Ndiaye, qui d'ailleurs avait plaidé pour la manifestation du PDS qui devait se tenir devant le ministère de l'Intérieur. Et lors de cette manifestation qui a été interdite, le préfet a invoqué l'arrêté Ousmane Ngom. Et il se trouve que lorsqu'ils sont allés devant la Cour suprême n'a pas considéré, disons, l'arrêté Ousmane Ngom, et a considéré qu'au contraire l'arrêté du préfet était illégal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dès lors que l'arrêté Ousmane Ngom est devenu désuet, il est toujours dans l'ordre administratif parce qu'il n'a pas été attaqué durant les 2 mois. Un acte administratif doit être attaqué durant les 2 mois pour pouvoir être annulé. À défaut, l'acte, même s'il devient désuet, reste dans l'arsenal administratif. Je veux juste dire qu'un acte administratif, un arrêté qui est devenu désuet, ne devrait plus faire l'objet d'une discussion outre mesure. C'est une élégance républicaine administrative que de retirer cet acte de l'ordonnancement, de l'ordre administratif tout simplement. Encore une fois, l'arrêté Ousmane Ngom, même s'il est invoqué par le préfet, n'est plus considéré par la Cour suprême. Tout acte, toute manifestation interdite sur la base de l'arrêté Ousmane Ngom, lorsque cette interdiction est attaquée devant la Cour suprême, eh bien la Cour suprême va arbitrer en faveur des plaignants parce que, encore une fois, l'acte est désuet. Donc, voilà. Alassane Seck, il y a l'arrêté Ousmane Ngom, il y a aussi l'article 80 qui a été évoqué, il y a fondamentalement les libertés publiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'au Sénégal, les libertés publiques ne sont plus respectées? Bonjour Alassane, bonjour à mon petit frère et ami Amadou Gueye. Alassane, je voulais juste faire une petite explication. Je ne suis pas président de la Ligue sénégalaise, je suis le secrétaire général, secrétaire exécutif. On aime tellement le président dans ce pays. Voilà, Assane Dioma Ndiaye. Tout le monde veut être président. Voilà, tout le monde veut être président. Maître Assane Dioma Ndiaye est le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Je remercie encore le e-radio, ITV et médias d'avoir bien voulu inviter la Ligue sénégalaise à travers ma personne. Donc pour répondre à votre question, je pense que c'est vrai que nous sommes toujours dans cet enjeu un peu à la limite important du gouvernement actuel. Chaque fois que quelqu'un s'installe, je pense qu'il oublie ses promesses et ses revendications. Nous l'avons vécu depuis 2000, avant 2000. Chaque fois que quelqu'un plaide ou se plaint pour une question donnée, et quand il accède au pouvoir, il oublie effectivement toutes ses revendications parce qu'il sait que c'est pour son intérêt à lui qu'on peut mettre en place un fourre-tout qui s'appelle l'article 80, justement. Et l'article 80 permet à tout moment à un chef d'État ou au procureur de sanctionner ou de punir quelqu'un qui a peut-être manqué de respect ou qui a été plus ou moins impertinent avec un chef d'État. Malheureusement, c'est un cas que nous vivons. Nous pensions qu'avec l'avènement des assises nationales le 23 juin, les nouveaux pouvoirs qui étaient arrivés assez jeunes encore, assez ouverts, nous pensions que ça allait donc être enlevé, être éradiqué. Malheureusement, nous constatons que c'est une épée de Damoclès, justement, pour les impertinents. Et l'arrêté Ousmane Ngom, pour défendre son arrêté, justement, Ousmane Ngom a dit
L'arrêté a été pris parce que le centre-ville est un centre névralgique où il y a des commerces, il y a des banques qui sont là-bas, il y a aussi une circulation, les hôpitaux qui sont sur place, qu'une manifestation aurait pu bloquer la circulation pour que les populations n'aient pas accès à l'hôpital, n'aient pas accès à l'antenne principale et dans les banques. Il a même évoqué le cas de Korogo, où il y a une casse de la banque centrale, et que là aussi, en centre-ville, il y a une banque centrale. Donc pour lui, l'arrêté suffit. Alors ça c'est des arguties. Si vous voulez, je peux peut-être relativiser mon mot, mais ce n'est pas forcément un argument pertinent. Parce que justement, par définition, une manifestation sert à s'exprimer. Et si elle est encadrée comme elle devrait l'être, et c'est ça la logique des choses, il ne devrait pas y avoir de casse. Et nous avons pu constater dans les statistiques que chaque fois qu'il y a une manifestation encadrée, il n'y a jamais eu de casse. Et nous pensons que le territoire national n'a pas de limite pour qu'on puisse avoir des zones particulières, des sites particuliers. Nous ne pensons pas. Quand j'ai entendu avant-hier dire que la présidence est un site militaire, on a presque rigolé. C'est la première fois qu'on parle de ce cas de figure, que la présidence de la République est une zone à risque, on aurait pu abattre. C'était le gros mot qu'on devait donc sortir de la bouche de quelqu'un, parce que c'est une zone militaire, c'est pour nous des arguties. Ça ne fait pas sérieux, c'est encore la politique politicienne. Parce que chacun peut expliquer ce qu'il veut, mais la réalité c'est qu'il ne peut pas y avoir de zone interdites dans un pays. Et par définition, nous avons vu ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis, la Maison Blanche qui est peut-être le centre le plus important du monde, que les gens viennent manifester, encadrer et s'en vont après. Et c'est ça l'intérêt. Mais nous ne sommes pas encore un pays pauvre, à la limite entre guillemets bananière, parce que quelque part on a des réflexes encore de conservation. Et effectivement, ces lois qui sont totalement dépassé, justement c'est le cas de le dire, en 2000, avec 3 alternances ou 2 alternances, on en arrive encore à justifier l'injustifiable. Et c'est ça malheureusement la réalité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un consensus autour de ces questions essentielles? Oui, tout d'abord Alassane, je pense que tout à l'heure, je voulais revenir sur cette question qui est importante parce que c'est le porte-parole du gouvernement, M. Seydou Gueye, qui a effectivement dit que le palais était un domaine militaire. Bon, moi, je pense que c'est important quand même qu'un porte-parole aille se documenter. Le palais de la République n'est pas un domaine militaire. Même si le président de la République est le chef suprême des armées, il n'est pas un militaire. Son lieu de résidence, son lieu de travail et celui de ses collaborateurs n'est pas un lieu militaire. Un lieu n'est pas militaire tout simplement parce qu'il est gardé par des militaires. Nous sommes dans la confusion et dans la manipulation. Dans une démocratie, c'est un civil qui dirige les forces militaires et là où il travaille et là où il réside, ce n'est pas un domaine militaire. Et il faut que nous apprenions tous à arbitrer nos différences sur la base de la loi, d'abord la Constitution et les lois ordinaires. Sur le droit de manifestation, il y a une loi 78-02 qui organise les réunions publiques, donc les manifestations. C'est cette loi qui donne au préfet le privilège d'accorder ou d'interdire une manifestation, mais cette même loi lui indique les conditions dans lesquelles il peut interdire. Et il est clairement dit que le préfet, pour interdire une manifestation, doit prouver qu'il n'a pas de force suffisante. Donc, soit il y a une indisponibilité des forces, soit il y a une insuffisance des forces. Et c'est la combinaison de cette loi et des dispositions 8 et 10 de la Constitution qui sont utilisées par la Cour suprême pour arbitrer. Absolument. Mais dès lors que la loi, qui est au-dessus de nous tous, arbitre clairement, détermine clairement les modalités d'autorisation ou d'interdiction d'une manifestation, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement suivre ces textes, aussi bien ceux qui demandent que ceux qui doivent accorder ou interdire les autorisations. Dès lors qu'on s'en tient au texte, il n'y aura pas de difficulté. Et je dois tout simplement rappeler cette disposition importante de la Cour suprême qui dit « En cours l'annulation, l'arrêté du préfet qui, pour interdire une marche, se contente d'invoquer les troubles à l'ordre public ou les difficultés de circulation ou l'existence de services névralgiques. » La Cour suprême a maintes fois arbitré sur ces différents cas tout à l'heure que vous avez invoqués. Le fait qu'il existe des services névralgiques, notamment à Fan, où il y a des ambassades. Le fait qu'il existe des difficultés de circulation, notamment au centre-ville. Sur tous ces cas, la Cour suprême, utilisant les dispositions de la Constitution et la loi 78, a arbitré pour dire que le préfet ne pouvait se prévaloir de l'interdiction qui lui est donnée que si
il peut prouver l'indisponibilité ou l'insuffisance des forces. Donc je pense que sur ce cas, il faut vraiment nous en limiter au texte et que la maison sera bien gardée. Si, du moment que la compréhension des textes dépend des acteurs, chacun comprend selon ses propres intérêts, est-ce qu'aujourd'hui, du moment que nous sommes dans un dialogue national et que ces questions ont constitué des questions posées sur la table, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la sagesse l'emporte, que les gens soient d'accord sur le plan consensuel et que la démocratie puisse y gagner? Alassane, moi j'ai dit au départ que ce dialogue-là, même si nous, on est dans une plateforme qui participe, moi je n'y ai jamais cru, au fond de moi. Parce que justement, il y a actuellement trop de positions politiciennes. Tout est question d'enjeu pour le futur. Quand on parle de le pouvoir n'est pas d'accord, la mouvance présidentielle, l'opposition n'est pas... Quand il y a cet esprit, l'enjeu devient un enjeu politicien. Et parfois de très mauvaise foi. Mais donc pourquoi vous restez au dialogue alors? Non, moi je ne suis jamais allé au dialogue. Dieu merci. Moi, je suis jamais allé. Il y a une plateforme, il y a une majorité qui est partie. Vous êtes membre de la plateforme? Moi je suis membre de la plateforme. Et vous êtes au dialogue? Moi je ne suis pas au dialogue. Dieu merci. Moi personnellement. Votre plateforme est au dialogue? La plateforme justement. Mais, ça vous engage non? À la limite, par courtoisie, on peut accepter ça comme ça, mais nous sommes dans une plateforme de 10 associations. C'est la société civile qui a coopté de personnes qui sont allées. Mais moi, je dis au fond de moi, je dis ce que je pense, parce que si c'est la majorité qui gagne un peu le choix d'aller au dialogue, je dis c'est bonne chance. Mais au fond, je dis, par rapport aux positions des uns et des autres, de la mauvaise foi fondamentale des acteurs, ça, vraiment, je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Effectivement, déjà, on va vers le blocage. Hier, j'ai vu dans un journal de la place qu'on va vers le crash parce qu'il y a des enjeux de taille. Si on parle, on en reparle là tout à l'heure, on parle de la position du président qui ne peut pas être chef de parti et chef d'État. Tous ces enjeux sont des enjeux de taille pour une société comme notre société africaine. Donc, tant et si bien qu'aujourd'hui, il fallait peut-être penser, laisser le choix à un arbitre neutre comme c'est le président actuel Fabré Ibrahima Sagnan ou Mamadou Niang, l'ancien ministre de la Justice, de l'Intérieur, qui ont peut-être assez de poigne ou peut-être assez de crédibilité pour pouvoir décider finalement après un choix, après plutôt plusieurs discussions, on peut arriver à laisser le soin au président de la commission ou du comité de faire un choix définitif, de faire des propositions concrètes au chef de l'État. Mais si on arrive à demander un consensus, il n'y aura jamais de consensus. Parce que les enjeux sont tellement forts, tellement antagoniques, tellement contrariés les uns des autres que personne ne pourra accepter de céder justement dans ce choix-là. Un pays connu comme étant un pays de dialogue, comme le Sénégal, on vante un peu partout. On n'arrive plus aujourd'hui à s'entendre autour de l'essentiel. Le chef de parti, c'est un débat qui a été posé depuis longtemps. Le financement des partis a été théorisé par El Hadji Mbodj, écrit, Rémi Abdou Diouf, le document mis sur la table du président Abdou Diouf, idem pour Abdoulaye Wade, Macky Sall, idem. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre autour des questions essentielles pour le pays? Alassane, je pense qu'en réalité, c'est l'enjeu du pouvoir qui rend, disons, les positions, absolument, les positions assez partisanes. Et donc, ce n'est pas l'intérêt national qui est en ligne de mire lorsque des acteurs partisans se prononcent sur de tels enjeux. Or, cela devrait être le cas. Donc, parce que, voilà, nous avons une majorité. La question du chef de parti revient encore sur la table. Parce qu'en fait, il y a un lien ombilical ténu ou en tout cas persistant entre les intérêts du parti et les intérêts du chef de l'État qui est au pouvoir. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse preuve de réalisme. Personnellement, je ne m'attends pas à ce que cette question trouve une issue, en tout cas qui irait dans le sens d'une séparation entre la fonction de chef de l'État et de parti. En réalité, Alassane, moi je pense que toutes ces questions sont des questions périphériques au dialogue national qu'on est en train de tenir. C'est des questions qui sont posées sur la table, mais ce ne sont pas les enjeux principaux qui sont visés. Oui, mais il y a les libertés publiques qui sont en jeu. Il y a les libertés publiques, mais même je pense que ces questions, quand elles sont posées dans le dialogue politique n'a pas été posé pour régler ces questions. Le dialogue politique a été posé pour créer un cadre de compromis entre des forces politiques qui chacune d'elles a un intérêt. La question des amnisties, la question d'un troisième mandat éventuel, la question d'une stabilité sociale qui permettrait de faire passer la pilule amère de l'austérité. Donc, prochain gouvernement d'union nationale. Voilà, je pense qu'on veut créer un contexte qui va permettre de sortir de ce capharnaüm
un projet à présenter aux Sénégalais pour leur dire voilà le compromis historique, législatif, constitutionnel que nous voulons adopter. Et donc, je pense que c'est plus une technique de poser toutes ces questions sur la table, mais ceux qui ont organisé le dialogue politique, je pense qu'ils ne se sont pas mis autour d'une table pour régler la question des libertés publiques, encore une fois, qui est réglée par les textes. Il suffit juste de bien les appliquer. Ils ne se sont pas mis ensemble pour trouver des compromis dans le sens de l'international. Le dialogue national, de mon point de vue, est un contexte qui va permettre à des acteurs de transiger, de trouver un compromis, excusez-moi du terme, de s'entendre sur un deal. Je ne le dis pas au sens péjoratif, mais de s'entendre sur un compromis. Voilà, tu prends ceci, je prends cela, et on va, sur la base de la légitimité donnée par ce dialogue national, aller à l'Assemblée nationale et entériner ces mesures. C'est ça l'enjeu. Je pense qu'on est en train de nous amuser en nous faisant croire que ces questions individuellement considérées sont l'important. Je ne pense pas. Quelle peut être l'issue du dialogue national? Est-ce qu'on pourrait, après le dialogue national, aboutir comme on l'a fait en 88 et en 94 sur le gouvernement d'union nationale, sur l'entrée d'une certaine opposition ou bien une certaine partie de l'opposition dans le pouvoir? Est-ce qu'on peut arriver à ça? Ah oui, je pense que c'est l'enjeu, c'est plutôt la direction qui est donc bien tracée. Je pense que c'est ça l'intérêt d'avoir mis en place. D'ailleurs, moi, même le dialogue, la forme m'a beaucoup déçu. Parce que entre le mois de mai, la mise en place du comité de pilotage et l'installation du président, ça a pris 6 longs mois. Pour moi, pour un État qui se respecte, ça ne fait pas sérieux qu'on attende 6 mois sans pouvoir justifier la raison pour laquelle ça a duré autant. 6 mois. Et ensuite, on tergiverse, on n'a pas de locaux. C'est fait en sorte que ça ressemble un peu à nous, Africains, cette, ce laxisme ou cette absence de rigueur que nous constatons tous les jours à travers nos gouvernants. Mais ça se voit juste dans l'installation du dialogue qui avait commencé en 1996, qu'on a arrêté pendant 3 ans. Et ensuite, on relance en 2019. Mois de mai, on met en place le décret. On attend 6 mois pour installer le président sans avoir pu justifier la raison. Une seule fois. Donc tout ça va faire, comme on appelle, une position politicienne. Et nous l'avons dit, quelqu'un l'a dit au niveau du dialogue, que c'est les politiques, à la limite, qui s'accaparent des positions du dialogue, qui ont à la limite la grosse voix. C'est la tyrannie des politiques au Sénégal, c'est bien ce que nous faisons au niveau des journaux, de la société sénégalaise. Tout est politique et tout est politicien. Moi, j'ai lu hier le journal qui disait qu'on va vers le clash. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un clash parce que je sais que, par exemple, l'une des forces les plus importantes du Sénégal, le PDS, ne participe pas au dialogue. Réumi, qui est arrivé deuxième avec son président, ne participe pas au dialogue. Ah, ils sont au dialogue, le Réumi. Ils sont au dialogue. Mais j'entends pas le président Idriss Seck. Oui, pas Idriss, mais Déthié représente le Réumi là-bas. Peut-être, d'accord. Mais le PDS n'y est pas et le PDS, c'est pas négligeable. Tant et si bien qu'Alassane, on peut faire une conclusion à la limite active, à la limite de compromission. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment, au fond, très sérieux et crédible pour permettre demain une situation politique beaucoup plus apaisée. Je ne pense pas. Mais entre-temps, le Sénégal est devenu une plateforme, entre guillemets, comme les gens le disent, diplomatique. On voit Marc Pompeo, qui était venu au Sénégal tout récemment, le Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, il y a Erdogan qui était au Sénégal. Des contrats sont signés avec ces pays-là par rapport aux ressources sénégalaise. Pourquoi, à votre avis, le Sénégal intéresse autant ces pays? Bon, Alassane, tout d'abord, moi je pense qu'il y a un premier niveau de lecture. Lequel? Par exemple, pour ce qui concerne les États-Unis, il faut quand même noter que le président Trump, aujourd'hui, en tout cas depuis qu'il a pris le pouvoir aux États-Unis, est dans une dynamique, disons, de diminution de l'empreinte militaire américaine sur les théâtres d'opération étrangers. En cela, peut-être ce n'est pas nouveau parce qu'Obama aussi avait annoncé un peu un retrait d'un peu de ses aventures américaines. Donc, du point de vue des États-Unis, ils sont dans une dynamique, disons, normale parce que quand Pompeo venait ici, tout d'abord, c'était pour annoncer au Sénégal et aux pays ouest africains que les États-Unis allaient diminuer leur présence, en tout cas combative, au niveau du Sahel. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut aussi dire toujours dans la même veine que les États-Unis ont entrepris avec la Chine une guerre économique
plutôt que militaire, et avec la Russie, et donc sont dans une dynamique beaucoup plus combative sur le plan économique. Vous savez, avant, moi je me souviens, j'étais très jeune quand le président Jimmy Carter venait ici, les délégations américaines ne venaient pas ici avec des hommes d'affaires, des entreprises. C'était des visites purement diplomatiques de chefs d'État. Mais ce qui est nouveau avec la visite de Pompeo, c'est vraiment des compagnies qui sont venues, et ce ne sont pas des compagnies qui sont venues pour travailler avec d'autres compagnies sénégalaises, c'est des compagnies qui sont venues se mettre en face des structures publiques et pour signer des contrats. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de je dirais, de grave, parce qu'en réalité, tout d'abord, c'est une éviction du secteur privé national qui n'a pas été associé à ce travail. La bonne pratique voudrait que quand un président vient avec son secteur privé, vous amenez vous aussi votre secteur privé, et les deux groupes se mettent ensemble et vous exprimez votre besoin, et peut-être votre vis-à-vis, s'il a des besoins, s'il a des capacités de financement, peut mettre de l'argent sur la table, et vos entreprises respectives travaillent ensemble. C'est ça la bonne approche. Mais ce qui s'est passé, c'est un common take, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont pris le marché de construction de la route Thiès-Saint-Louis, l'autoroute, et une dizaine d'autres contrats. Ce sont des contrats signés basés sur l'endettement du Sénégal. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas qu'on présente tout cela comme un intérêt privé. Ce ne sont pas des investissements directs étrangers. C'est de l'endettement, donc de l'argent qui est financé par les Américains. En fait, les contrats vont leur permettre d'aller lever l'argent auprès de leur banque, parce que si on vous signe un MOU, un contrat pour une construction de route, vous pouvez aller lever l'argent à un taux commercial d'ailleurs, donc 7%, 8%, c'est trop cher pour un État. Et donc moi, je ne suis pas satisfait de cette approche qui nous coûte trop cher. Il n'y a pas d'appel d'offres, et je pense que ce n'est pas la bonne approche. On a vu la même chose avec M. Erdogan. Ils sont aujourd'hui à 775 milliards. Tenez-vous bien, rien que le groupe Souma a bénéficié de 460 et quelques milliards, parce que la gare des gros porteurs, c'est Souma. 15% de l'aéroport, c'est Souma. Le centre d'exposition, c'est Souma. L'hôtel Radisson, c'est Souma. Le Dakar Arena, c'est Souma. Et encore une fois, on va avoir un stade de 150 milliards. Oui. Avec 150 milliards, vous pouvez mettre 10 milliards sur chacun des stades régionaux pour les améliorer. Donc, moi je pense qu'il y a et je dois se terminer avec les Canadiens, avec la mine d'or de Massawa. Le Sénégal a levé son droit de préemption, qui lui permettrait de contrôler 35% de cette mine, qui est l'une des mines d'or les plus importantes en Afrique de l'Ouest, non encore exploitée. C'est plus important que les gisements de Sabodala. Et quand le ministre Trudeau est venu, je ne crois pas qu'il soit venu, comme on l'a dit, pour défendre les droits des homosexuels. Monsieur Trudeau connaît très bien le Sénégal, l'ambassadeur canadien aussi. Ils ne viennent pas ici pour dire bonjour monsieur Macky Sall, on veut légaliser les droits des homos, et le président lui dit non, il repart. Il est venu pour faire entériner l'acceptation par le gouvernement du Sénégal de cet accord qui permet au Sénégal de ne pas exercer son droit de préemption, et qui fait que les Sénégalais, in fine, ne vont pas profiter de cette mine qui va rapporter pas moins de 250 milliards par an pendant 10 ans. Donc moi, cette coopération économique qu'on présente comme un facteur positif pour l'attractivité du Sénégal, je ne crois pas que ce soit une bonne chose, parce que je pense que notre gouvernement, le président de la République, n'est pas en train de bien utiliser le pouvoir de négociation des Sénégalais. Mais quel type de coopération faudrait-il mettre en place pour que le Sénégal puisse y gagner, et pour aussi que l'investisseur qui vient apporter son argent, qui n'est pas un philanthrope, pour gagner de l'argent aussi? Alassane, c'est vrai que c'est ça la grande difficulté au Sénégal, c'est cette... ces transactions douteuses qui ne sont pas forcément transparentes, comme il dit, quand il n'y a pas d'appel d'offres, quand le président, à la limite, fait un pilotage à vue parce qu'il n'a pas peut-être assez de conseillers, assez avertis pour justement tracer les lignes. C'est ça la difficulté. Nous sommes un peu dans cette faiblesse et cette urgence. Ça, je l'ai constaté au niveau de bien paraître, bien faire. Alors, on a ouvert un chantier, tant et si bien que, comme on l'a dit, la dette intérieure nationale, mais elle a bloqué toutes les entreprises. Quand nous apprenons que CDE, qui vient de terminer la grande mosquée Massalikudinane, le lendemain est à l'arrêt. Ça, c'est presque paradoxal. Quand vous voyez des entreprises sénégalaises comme la CDE, les grosses entreprises sénégalaises qui sont presque à l'arrêt, tu fais de l'attribution des marchés à l'étranger, au Maroc, surtout en Turquie, comme il a dit aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est assez désolé.
à ce niveau de situation, au niveau, on n'entend plus parler de Jean Lefebvre avec Baratal à l'époque, qui était un des fleurons au Sénégal. Thalys et même avant Thalys maintenant, c'était avant Jean Lefebvre. Donc ces sociétés qui ont émergé, CSE qui fait des routes depuis jusqu'au Cameroun, jusqu'en Sierra Leone, depuis 10 ans, 20 ans. C'est la CDE qui était l'une des plus visibles. Donc tout ça fait que nous sommes dans un piège qui consiste à dire aux populations je vais faire mieux que l'autre. Et dans cette course effrénée, et on en arrive à avoir presque des blocages partout, c'est des blocages. Mais est-ce qu'aussi en interne, les sociétés sénégalaises privées ont la capacité aussi de mobiliser de l'argent pour financer les projets? C'est pas évident. Parce que justement, comme vous l'avez dit, j'ai suivi il y a moins de 2 semaines pour dire que nous sommes tributaires des banques. Or, les banques, à 90% sont étrangères. Du coup, il y a un blocage. Parce que, comme vous l'avez dit, la banque française favorisera mieux une entreprise française par définition. Vous avez vu ce que ça passe sur l'autoroute à péage. Il y a Canal Horizon qui permet d'acheter les cartes pour le Rapido. Il y a Total qui s'est installé en tant que station. Il y a Eiffage et il y a Sénac. Donc tout est presque français. Mais est-ce qu'en interne, les sociétés sénégalaises ne doivent pas se regrouper aussi? Absolument. En force, se battre aussi pour trouver des moyens d'aller. Est-ce que dans un pays aussi comme le Sénégal, où il n'y a pas d'épargne intérieure? C'est ça la difficulté. Le Sénégal n'épargne pas. Vous avez touché du doigt le problème. Donc, non seulement il n'épargne pas, mais l'État n'aide pas à l'épargne. L'État n'accompagne pas les entreprises sénégalaises. Et nous l'avons vu, ils ont créé un club avec MSN qui est le président, un club des investisseurs, avec Ngom du Sédiment. Mais on attend de voir, ça ne bouge pas. Le CNP, on n'entend plus parler du CNP comme au bon vieux temps. La CRES, encore moins. Donc pour dire que l'entrepreneur sénégalais est encore en faillite à la limite. Ils sont vraiment en retard par rapport aux enjeux, aux ambitions du pays actuellement. Et ça, c'est la grande difficulté que nous vivons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les entreprises localement puissent mobiliser les ressources, puissent faire face à cette concurrence étrangère? Ouais. Alassane, moi je voudrais d'abord relativiser quand même une critique souvent qu'on fait au secteur privé. Vous voyez bien les Américains, ces sociétés américaines, turques qui sont venues. Encore une fois, quand on leur signe des projets de contrat, des MOU, des conventions, À la banque. mais elles vont voir des banques commerciales, soit en Turquie, soit elles peuvent aller sur le marché régional ou international, ou aller trouver un partenaire pour lever les financements. C'est comme ça que cela se passe. Ce ne sont ces sociétés qui sont venues, non pas des centaines de milliards en banque qu'elles vont sortir pour venir les investir au Sénégal. Elles vont utiliser les MOU, les conventions, qui stipulent que le gouvernement du Sénégal est prêt à leur octroyer la réalisation de telle centrale, la réalisation de telle route. Et sur la base de ces conventions, elles lèvent le financement. Mais c'est justement ce qu'on ne fait pas avec les sociétés nationales, le secteur privé national. Mais vous, Alassane, si aujourd'hui vous avez un projet pour réaliser un projet d'énergie solaire, vous avez disons, la vision, vous avez les partenaires, mais si on vous donne un contrat, un MOU, mais Alassane, on vous donne le temps, vous allez trouver le financement. C'est comme ça que cela se passe. Et n'oublions pas encore que ces sociétés étrangères dont on parle, dont on dit qu'elles sont si liquides, elles sont accompagnées aussi par leurs États. Mais cela donc s'entend que notre gouvernement doit avoir une stratégie orientée d'abord vers le secteur privé. Mais il est évident qu'aucune société ne peut avoir autant d'argent, autant de ressources en banque, et ça ne se fait même pas. Si vous avez 20 milliards, 30 milliards, vous l'investissez. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que nos sociétés nationales soient extrêmement liquides pour ensuite les associer à ces projets. Cela n'a pas de sens. Les Américains qui sont déjà assez autonomes utilisent aussi leur propre gouvernement, idem pour la Turquie. Mais qu'est-ce qui empêche notre gouvernement de le faire? Mais si vous aviez aujourd'hui un projet qui permet par exemple de diminuer le coût de l'eau pour les citoyens sénégalais, Alassane, si vous allez voir le gouvernement du Sénégal pour leur proposer votre projet, mais ils ne vont pas vous le donner. Parce que, voilà, on est dans un régime, disons, de clientélisme qui fait que si vous n'avez pas les appuis que les Américains ont par la diplomatie, si vous n'avez pas les appuis que les autres ont par le réseau et par leur lobby, vous, entrepreneurs ordinaires sénégalais, vous n'avez pas accès à ces projets extraordinaires. Or, si on veut libérer la capacité génératrice d'emploi, de création de richesse, il faut justement que les opportunités soient d'abord proposées aux Sénégalais, aux entrepreneurs sénégalais. Et seulement après, si les Sénégalais n'ont pas de solution
aller chercher les solutions à l'étranger. C'est ça le bon sens. Mais vous ne pouvez pas prendre le secteur privé national, vous ne les associez pas, même pas aux visites que vous planifiez, vous ne travaillez pas avec eux sur des projets de partenariat et ensuite leur retourner la critique de leur faiblesse. Si ces sociétés sont faibles, c'est parce que nos États ont des stratégies faibles pour les aider à devenir des multinationales. Il y a aussi des constats où les sociétés sénégalaises aussi ont reçu des marchés qui ne les ont jamais terminés. Absolument. Il n'y a pas eu la rigueur qu'il faut. Diamniadio est là, il y a des sociétés sénégalaises qui ont reçu des marchés qui sont incapables de les terminer aussi. C'est un problème aussi. De rigueur de la gestion aussi de nos sociétés aussi. Attends, ça c'est le grand mal sénégalais. On l'a dit, hein. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les Sénégalais ne travaillent pas beaucoup. On a pu le voir. Malheureusement, on peut le voir depuis... Les Marocains sont plus efficaces aussi. Hein. Malheureusement, moi j'ai pu voir quand je vois les Marocains qui construisent maintenant des logements sociaux à Doha, pour ne pas nommer. Hein, quand je vois tous les grands travaux de l'État sont gérés par des étrangers. On parle des stades, les deux stades. Le stade Arena, le stade oui. C'est les Turcs. L'aéroport, c'est les Turcs. Le centre Abdou Diouf, c'est les Turcs. Ainsi de suite. C'est français ou turc. Et donc c'est ça qui est désolant. 60 ans après les indépendances, 60 ans après, on n'a pas assez de sociétés, d'entreprises sénégalaises capables de gérer de grands travaux. Les routes. Hein, quand vous voyez, moi j'ai été voir les MCA autour de... Il y a le CDE qui est là, il y a comme la CSE. Qui était là, mais quand on apprend que CDE est presque en faillite, CDE. On nous dit qu'il y a... ils ont licencié. 200 personnes. Mais pas en faillite. Oui, mais ça c'est révélateur. Oui, mais licencié, c'est pas fait. Mais on a licencié. Quand on mettait 200 les mots, il faut qu'ils soient précis. Ouais, je dis que quand on dit 200 personnes au Sénégal, le mot licencié, c'est quand on ne travaille pas. 200 personnes qui sont mises à l'arrêt. À l'arrêt, oui. À l'arrêt, c'est ça ce qui signifie. Il faut de liquidité, oui. Il n'y a pas de job. La dette intérieure. Malheureusement, la dette intérieure qui bloque, qui à la limite, qui inhibe l'entreprise sénégalaise. Et comme il a dit, quand vous n'associez pas le privé aux décisions, quand le privé n'est pas impliqué, quand il y a eu, donc, comme vous l'avez dit, Pompeo qui arrive, il n'y a pas eu d'accord entre les sociétés américaines et sénégalaises, mais c'est l'État et les sociétés américaines, c'est révélateur de cette faiblesse dans le débat. Dans les négociations, j'allais chercher le mot. Et c'est ça la difficulté. Alassane, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup de laxisme. On l'a dit, Sénégal, c'est l'indiscipline, c'est la paresse, c'est l'absence de rigueur. Malheureusement, ça c'est une réalité. Hein. Je pense que le président, moi, je pense qu'avec son deuxième mandat, il allait s'attaquer à ça. Il a commencé par le nettoyage, le cleaning day, mais c'est surtout au niveau des comportements, de la rigueur de tous les jours qu'on doit inculquer et qui manque encore. On pense qu'avec Wade, très vieux, qui allait peut-être vers la sortie, il allait le faire, il ne l'a pas fait. Macky Sall, pour nous, le premier mandat, c'est toujours un premier mandat dangereux pour le second mandat. Mais dès lors que vous avez un deuxième mandat, comme c'est le cas, mais pour nous, vous n'avez plus rien à perdre que d'éduquer les Sénégalais. Il faut leur apprendre à bien se comporter. Or, ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est pire qu'avant. Quand vous voyez l'histoire des véhicules, le transport en commun, quand vous voyez les routes, quand vous voyez la saleté qui passe, on a commencé le cleaning day depuis 2 mois, mais c'est pire qu'avant. À la limite, on n'a pas eu d'indice de propriété quelque part dans un quartier. Et tout ça est révélateur du grand chantier, la grande mission de l'État, qui devait permettre de réguler, plutôt d'encadrer les populations, et qui n'a pas fait, qui n'a pas commencé à le faire pour l'instant, et c'est ça la grande difficulté. Ça, nous l'acceptons. C'est dans ce contexte qu'on voit aujourd'hui que la Banque mondiale, qui prête de l'argent à nos États, qu'un rapport en interne de la Banque mondiale est sorti, prouvant que l'argent que la Banque mondiale prête aux pays africains, dont notre pays, que l'argent se retrouve des fois dans des paradis fiscaux. Ouais. C'est un véritable scandale, ça. Ouais. C'est un scandale. Tout d'abord, notez que c'est d'abord une bonne chose qu'un tel rapport sorte de la Banque mondiale, parce que généralement, si les choses se passent bien, un tel rapport serait resté dans les tiroirs. Mais c'est tant mieux que l'économiste, en tout cas, qui avait réalisé cette étude, ait décidé de le publier dans son blog. Oui. Mais je pense que si vous parlez aux anciens de la Banque mondiale, ils ne seront pas surpris. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord, c'est pas nouveau. Sur l'Internet, il y a tout un ensemble de pratiques de corruption, de scandales qui ont été documentés sur les projets de la Banque mondiale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'étude quand même montre en fait qu'il y a une corrélation claire et nette entre l'aide donc décaissée par la Banque mondiale et qu'on peut peut-être élargir à d'autres partenaires et les décaissements, en tout cas les dépôts dans les comptes offshore. Hein? Et donc, clairement, il y a un lien. Mais ce n'est pas étonnant. Par contre, je pense qu'il faut relativiser l'étude. Parce que si vous prenez le cas du Sénégal,
Nous avons aujourd'hui, le Sénégal est un pays aidé, mais justement à cause de la situation qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que la plus grande partie des dépenses, des ressources publiques, vont vers les multinationales. La plus grande partie des ressources publiques, des exportations, sont aussi faites par les sociétés des ressources naturelles. C'est normal, donc on aurait une corrélation aussi positive entre le niveau des dépenses et de l'aide faite au Sénégal et ce qui va aussi dans les comptes offshore. Ça veut dire qu'il y a là, forcément les détournements qui sont réalisés par peut-être des agents publics, des élites, mais il y a aussi les travaux à la limite. D'ailleurs, l'étude s'appelle la mainmise des élites sur l'aide étrangère. Ouais. Preuve de compte bancaire offshore, sorti sur les flancs de la Banque mondiale. Le 18 février dernier, c'est signé de Bob Rickers, économiste et 3 autres de ses collègues qui ont fait l'étude. Ouais. Ils constatent que la hausse des cours du pétrole coïncide en afflux de capitaux vers les paradis fiscaux. Absolument, parce que si on reste juste sur la partie ressources naturelles, pétrole, on sait que la plupart des sociétés qui interviennent dans le domaine du pétrole ont leurs comptes domiciliés justement dans les comptes offshore. Et donc, c'est parfaitement naturel que, voilà, quand il y a une augmentation des cours du pétrole, les revenus du pétrole augmentent, donc les dépôts dans les comptes de ces sociétés augmentent aussi. On peut prendre le cas de la société aujourd'hui, Sabodala Gold, qui aujourd'hui exploite notre or. Forcément, si le cours de l'or augmente, vous verrez qu'il y aura une augmentation de ces dépôts dans les comptes offshore. Pour notre projet pétrolier de SNE, les sociétés qui exploitent notre pétrole ont aussi leurs dépôts dans les comptes offshore. Donc, il y a une corrélation que, pour nous en tout cas, Africains et Sénégalais, cela ne devrait pas nous surprendre. Et là, d'ailleurs, l'étude se limite juste à la corrélation avec les comptes offshore, mais nous-mêmes, nous pouvons faire le lien entre les marchés publics, l'aide et le développement de l'immobilier ici. Hein? Il y a ça aussi, il y a d'autres dispositifs, disons, de blanchiment de l'argent qui est détourné des ressources publiques. Mais en fait, disons que cette question n'est pas une question nouvelle pour nous. Hein, pour nous qui vivons au quotidien les affres de la corruption et de détournement des ressources publiques, nous n'avons pas forcément besoin d'études scientifiques documentées par la Banque mondiale pour savoir que les ressources venant de l'aide et que les ressources fiscales générées par nos États sont dilapidées en grande partie. Il y a des études qui ont déjà démontré que 25% du PIB, le quart du PIB, donc, est perdu à cause justement de la corruption, des marchés surfacturés, des marchés surfacturés et des dépenses inefficaces. Ça veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a au moins 400 milliards à peu près de surfacturation à chaque année budgétaire, au minimum. Nous savons que probablement que c'est plus, mais au moins. Et c'est parfaitement plausible, c'est parfaitement cohérent. Mais la Banque mondiale aujourd'hui qui prête cet argent à nos États, mais c'est nous les contribuables qui allons payer cet argent, qui se retrouvent dans des comptes offshore. Et la Banque mondiale qui était quand même connue comme étant une banque qui parlait de bonne gouvernance, on a fait son mantra aujourd'hui, il est éclaboussé quelque part. Oui, bien sûr, il est éclaboussé, mais Alassane, peut-être que là aussi il faudra qu'on relativise. On a dit que c'est des économistes indépendants qui ont été donc commis par la Banque mondiale pour faire une étude. Il y a eu donc 3, il y en a même la chef qui a démissionné parce qu'elle n'était pas d'accord qu'on ne puisse pas publier ce rapport. Donc c'est vrai qu'il y a la structure Banque mondiale, il y a les auditeurs indépendants qui viennent donc faire leur travail d'audit et constater qu'effectivement, il y a eu une coïncidence ou curieuse coïncidence que pendant le décaissement de la Banque mondiale vers ces pays dans le besoin, dans le traçage donc, des transferts, on a constaté que justement l'argent provenant de ces pays africains revient dans les paradis fiscaux. Donc les îles Caïmans, Monaco, Luxembourg, la Suisse, ainsi de suite. Alphane, faut pas qu'on se cache derrière le petit doigt. La Banque mondiale, comme les institutions européennes ou même occidentales, l'ONU, les Nations Unies, il y a toujours une mafia quelque part cachée. Quelle que soit par ailleurs leurs intentions, sur la forme. Mais dans le fond, il y a toujours des personnes prêtes à faire tous les méfaits pour arriver à avoir plus d'argent. Ce n'est pas pour rien qu'avant-hier, on a arrêté Ghosn, qui était le patron de Nissan, Renault-Nissan, pour avoir détourné des milliards et qui a pu s'échapper grâce à un tour de passe-passe. Donc, ce n'est pas étonnant, ce ne sont pas
des saints, ça il faut le reconnaître. C'est les pays africains qui ont leur partition à jouer et qui ne jouent pas. Il n'y a pas de rigueur, comme on l'a dit. Il n'y a pas de rigueur, ça on l'a dit. Il dit tout à l'heure, Amadou Gueye, que 400 milliards sont en surfacturation. Et quand on veut de l'argent, un patron veut de l'argent, il crée un marché, il crée un chantier. Ça, c'est connu. Donc, c'est au plus haut niveau du pays que la rigueur doit s'installer. Si on pense tout de suite à ce qui se passe récemment avec la publication des rapports de société, qui devaient être sortis depuis 5 ans, avec un retard de 3 ans sans justification, parce qu'il n'y avait pas assez de magistrats, il n'y avait pas assez de personnel pour faire ce travail, mais c'est un scandale. Vous créez une Cour des comptes, qui devrait être le premier contrôleur de l'État du Sénégal, qui attend 3 ans pour publier un rapport. On vient d'avoir les rapports 2016, 2017, 2018. Et il reste le rapport 2018, 2019. Alors, et ça, c'était 2018, 2019, c'est encore l'enjeu de la veille des élections présidentielles. Donc, il y a beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de marchés. Donc, c'est pour dire que même si la Banque mondiale n'est pas une sainte, les pays africains qui ont tout à perdre, parce que étant extrêmement pauvres, je pense au Sénégal, moi j'ai été à l'intérieur du pays, j'y vais très souvent dans la banlieue, c'est pire encore. Donc, ils n'ont pas donné l'exemple de rigueur et on ne voit pas de sanctions derrière. Tout se passe comme si les gens qui sont donc indexés, qui sont près du gouvernement, qui sont près de l'État, ne sont presque pas inquiétés. Même pas une sanction administrative, à savoir un déplacement ou bien une mise à pied. On fait à la limite la promotion. Même si c'est des prétentions, même si c'est à la limite quelque chose qui a été dit sans qu'on puisse vérifier. Quand j'entends le président dire qu'il va créer une commission pour vérifier les rapports, mais ça c'est encore prolonger le débat. Le président, il fait confiance à la Cour des comptes, qui est donc créé pour avoir en son sein des magistrats, entre guillemets, on le présume, intègres, sérieux, qui font un rapport, et vous avez encore le temps de donner ça à une autre commission. Mais ça, pour nous, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire, parce qu'il faut savoir sanctionner. Quand on vous donne un rapport, vous êtes le patron, vous regardez le rapport, on a désigné telle ou telle personne, mais vous en tirez les conséquences de droit. Soit vous l'écartez dans un premier temps, vous le mettez hors course en attendant que la justice se saisisse de l'affaire. Mais si, dans ce cas de figure, chaque fois c'est la complaisance, c'est l'arrangement, c'est le masla sénégalais. Et ça, le gros mot, le masla sénégalais nous a tués. Comment faire aujourd'hui pour éduquer les populations à pouvoir défendre leurs intérêts dans ce genre de situation? Alassane, je ne sais pas si c'est aux Sénégalais de défendre leur population. Certainement oui. J'allais tout d'abord mettre en cause la responsabilité tout d'abord du président de la République, qui est un peu le super-héros qu'on a armé, doté de pouvoirs exceptionnels pour défendre la nation. C'est donc d'abord à lui qu'il faut demander de défendre l'intérêt national. Tout d'abord, en faisant quoi? On l'a dit tout à l'heure, en associant le secteur privé dans toutes les décisions d'investissement de dépenses des ressources publiques, en s'assurant que tous ceux qui ont, tout à l'heure il l'a dit, tous ceux qui ont prévariqué avec les ressources publiques ou qui ont commis des fautes puissent être, leur dossier en tout cas puisse être jugé par les organes de contrôle et si nécessaire la justice. C'est d'abord ça. Mais personnellement, j'avoue que le président de la République aujourd'hui, lorsque je l'observe dans sa position par rapport à son parti, où il est relativement affaibli, quand je l'observe par rapport même à l'ensemble des forces politiques, là aussi, il est relativement affaibli. Quoique, dans les apparences, il montre l'air d'être fort, je pense qu'on a un président qui est très fragile, qui est isolé et qui est en difficulté financière économique énorme. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi nous devons faire attention à sa vulnérabilité par rapport aux partenaires étrangers. Ces messieurs sont très bien organisés et quand ils voient une proie qui est en position de faiblesse, ils savent la reconnaître et cette offensive commerciale diplomatique est l'expression de cette stratégie offensive. Donc, ils sont en train de venir profiter de la faiblesse du président Macky Sall qui, il faut le dire, il n'a plus les ressources financières pour financer tous ces grands projets et il a besoin de montrer quelque chose aux Sénégalais. Et donc, il risque d'aller dans une opération, disons, de bradage de l'intérêt national. Encore une fois, je vous ai donné le cas de cette affaire de Massawa, ce stade dont nous savons tous qu'il est surfacturé, 150 milliards pour ce stade, c'est extrêmement cher payé. Et disons qu'il a un peu
son mentor, c'est Denis Sassou Nguesso. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour apprécier la stratégie du président Macky Sall, peut-être il faut regarder ce qui s'est passé à Brazza. C'est ce même genre d'infrastructures qui ont été réalisées pour gagner du temps, un dialogue politique national pour aboutir à une réforme de la Constitution, etc. Donc, c'est juste pour camper le décor. Pour dire qu'il est dans une position de faiblesse telle que je ne pense pas que ce soit réaliste pour les forces citoyennes, la société civile, de rester passive et de le laisser s'occuper seul de la défense de l'intérêt national. La solution viendra soit du dialogue national ou des manifestations version Nyolank multipliées par 100. Donc je réponds toujours à votre question sur comment les Sénégalais doivent défendre. Les Sénégalais doivent soit prendre la rue, et d'ailleurs quelqu'un m'a rappelé que le président Abdou Diouf disait lui-même que les manifestations lui permettaient de résister aux assauts des institutions internationales qui voulaient le forcer. Donc même d'un point de vue tactique, le président de la République gagnerait à avoir des forces citoyennes mobilisées qui résistent pour que les partenaires étrangers se disent attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Soit c'est ça, soit c'est le dialogue politique qui doit nous sortir une formule magique pour régler la situation du Sénégal, mais dans tous les cas, nous sommes un peu à la croisée des chemins et j'espère que le président de la République ne va pas, va quand même avoir assez de générosité pour ne pas, disons, faire des choix qui risquent de nous coûter trop cher dans le futur. Le 4 avril, le Sénégal aura 60 ans. Aujourd'hui, si on regarde bien la classe politique sénégalaise de façon globale, ceux qui gèrent le pays, ceux qui étaient là hier, parce qu'on a une sorte de vase communicant. Les gens étaient au pouvoir hier, aujourd'hui sont dans l'opposition. Ils défendent l'opposition en fonction des intérêts du moment. Absolument. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que dans ce pays-là, qu'on a une certaine classe politique assez outillée pour se défendre par rapport à l'étranger? Ah non, on est loin de ça. Nous sommes loin parce que même les jeunes, des fois, qui parlent, ils parlent pour se positionner. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est compréhensible. En fonction de nos intérêts aussi. C'est lié d'abord à la culture, à notre culture. C'est lié d'accaparement, culture d'accaparement surtout, et culture politique. Si la politique c'est un métier, vous connaissez des jeunes qui n'ont jamais travaillé parce qu'ils se positionnent et finalement ils ont des gains. La politique mène à tout finalement. Quand vous êtes pauvre, et c'est le cas, vous êtes à la limite, comme il a dit, vulnérable. Et souvent, comme vous le dites, ce système de base communicant, il y en a qui ont fait un métier, qui ne veulent pas lâcher le morceau. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr, même pour la société civile, où nous sommes. Il y a des gens encore très fragiles parce qu'ils n'ont pas le... Ils sont dans la précarité. La précarité surtout. C'est vraiment le mot que je cherchais, qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont fragilisés, sont vulnérables. Et c'est ça la grande difficulté. Mais au fond, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut dire qu'avons-nous fait de notre indépendance? Oui, justement, c'est une indépendance théorique, ça on l'a dit. Vous voyez que tout vient de la France. Quand j'entends dire que celui-là est français, je souriais parce que c'était gros mot. Nous tous avons fait la France. Nous sommes dépendants intrinsèquement de l'aide française. Ils l'ont dit. Le président français, il vient quand il veut. J'ai entendu hier, j'ai eu une vidéo sur Macron qui disait à un truc Cameroun que moi j'ai fait la pression. C'est comme si lui c'était le président du Cameroun. Il disait ça en ressortissant camerounais qui s'inquiétait que Macron ait laissé le président Biya tuer beaucoup de personnes. C'est pour dire que tous les pays francophones, ça c'est patent, c'est constant, c'est constaté, dépendent de la France à tout point de vue, malheureusement. Au fond, la question de fond, est-ce que les 60 ans d'indépendance ont servi à quelque chose à ce pays? Écoutez, je peux pas être négatif. Je peux pas être négatif. Je pense qu'on a un acquis, mais on est condamné à avancer vite. Disons que, mais quand même, nous sommes à un moment clé de notre évolution. 60 ans et nous sommes en train de devenir un pays gazier et pétrolier. Et c'est pour ça il faudrait qu'on donne beaucoup plus de gravité à nos décisions, parce que tout choix qu'on fait aujourd'hui, toute réglementation que nous prenons aura un impact dans les 30 prochaines années. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, on dit qu'au Sénégal, nous n'avons pas assez de ressources financières. Mais il aurait suffi d'exiger, par exemple, aux sociétés pétrolières de domicilier leurs revenus auprès de la BCEAO dans un compte, même en devise,
pour donner un coup, disons, un appui extraordinaire au secteur bancaire en matière de liquidité. Nous pourrions le faire, au lieu d'aller chercher ces ressources à l'étranger, dire que les ressources naturelles qui sont exportées à partir d'ici, qui sont vendues, doivent être domiciliées dans les comptes de la Banque centrale. C'est au moins entre 3 000 et 4 000 milliards dans les 10 prochaines années qui vont venir aider le secteur financier. Donc, il y a un certain nombre de choix que nous devons faire, mais il faudrait encore que les gouvernants s'ouvrent et ne se limitent pas, disons, à une expertise limitée au sein du parti ou au sein du ministère. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Je remercie Amadou Gueye, qui est expert financier, qui est aussi économiste, expert aussi en informatique, qui est membre de la société civile. Je remercie aussi Alassane Seck, qui est secrétaire général de la Ligue sénégalaise des droits humains. Et nous présentons nos condoléances au quotidien Le Soleil et surtout doyen Mamoudou Amadou Tamimouane, qui est PCA du Soleil, qui est décédé aujourd'hui. Il est ancien directeur Carrefour républicain. La levée du corps est prévue à 16h à la mosquée de la Padoie. Tout le groupe E-Média présente ses condoléances à nos confrères du Soleil, à toute la confrérie des journalistes. Merci d'avoir été avec nous. À la technique Biran Sissi et toute l'équipe technique de ITV. Merci, au revoir.